la vie, elle attend pas. Je l'ai vu avec ma maman, la vie, elle passe. Donc, quand est-ce que tu réalises tes rêves et que tu prends soin de toi, en fait. Et c'est pas égoïste ce que je suis en train de te dire. C'est au contraire, j'ai appris à me mettre au centre pour pouvoir profiter de ma vie, tout simplement. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ce métier dédié aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix le podcast. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix le podcast, c'est parti ! Pourquoi entend-on parler si souvent du féminin sacré ? Quelle est cette femme qui semble sommeiller en nous et n'attend qu'une étincelle pour se réveiller et être dans sa pleine puissance ? Ce sont des questions dont on entend beaucoup parler depuis quelques années. Je suis donc très heureuse de recevoir Laurence Sala, femme médecine, oui, pour en parler. Laurence propose des accompagnements chamaniques et initiatiques pour nous, les femmes, reprendre les rênes de notre vie et tout simplement incarner notre féminité. Vous le comprendrez à travers son témoignage, son féminin à elle a été maintes fois blessé. Mais c'est dans ces épreuves que Laurence a trouvé sa mission et sa force de vie. Bienvenue donc dans un épisode lumineux, puissant et bien sûr féminin. Avec Laurence, nous allons parler de ce moment de vie si particulier dans lequel elle est actuellement, de naturopathie et du syndrome de l'imposteur et de bien d'autres choses. Bonjour Laurence et bienvenue dans La Petite Voix. Merci de m'accueillir, Herveline. Je t'en prie, je suis trop contente de t'avoir. Alors avant de partager ma joie de te recevoir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, donc mon nom est Laurence Sala, je suis franco-canadienne et je suis désormais une femme médecine avec plusieurs outils pour accompagner les femmes et les thérapeutes à rayonner dans leur propre médecine. Waouh, femme médecine, eh bien, donc, je suis très curieuse qu'on en sache un petit peu plus. Laurence, c'est drôle parce que ça fait un moment qu'on échange, qu'on avait prévu de se parler et puis je sais pas, le moment s'était pas présenté, donc c'est pas grave, on était chacune dans nos vies, dans nos parcours et puis là, le moment s'est enfin présenté là, aujourd'hui on enregistre et ce qui est drôle, c'est qu'on n'enregistre pas à n'importe quel moment. Tu viens de rentrer de quasiment 10 ans, je crois, de vie au Québec. Et là, ça y est, depuis 5 jours, tu es de retour en France. Donc, merci. Moi, je me sens honorée qu'on se parle à ce moment-là parce que pour l'avoir vécu il y a quelques mois, je sais que c'est des moments de vie particuliers, quoi. Oui, mais c'est parfait. En fait, c'est pour ça, notre enregistrement devait avoir lieu une fois que j'étais sur le territoire français, une fois que j'ai écouté ma petite voix comme je l'ai jamais écoutée de toute ma vie. Fait que c'est tout est juste. Ah, c'est génial. Et en plus, je crois savoir que c'est ton anniversaire dans 3 jours, si je dis pas de Exactement. bêtises. Ah, tu vois. Bon, alors on fait un super package là. Donc voilà, c'est important, je trouve qu'on le mentionne avant qu'on commence l'entretien, qu'on est pour toi dans un moment de vie très particulier, un espèce de tournant. Et puis on va en reparler tout à l'heure pour voir un peu où ça va t'amener. Peut-être que tu as déjà 2-3 idées. Mais avant de parler du futur, on va revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'aujourd'hui, tu es femme médecine, comme tu nous le dis. Mais tout ça, c'est l'aboutissement d'un chemin d'évolution, puisqu'en fait, toi, au départ, tu as commencé ta vie professionnelle dans ce qu'il y a de plus classique, et je dis ça sans juger, mais voilà, tu étais dans une grande entreprise, à des postes de communication et de marketing, donc
comment déjà s'est fait ton choix, ton premier choix au départ d'aller vers ce métier-là? Écoute, en fait, j'ai fait de la communication, comme mes parents. Tu vois? Je me suis pas vraiment posé toutes ces questions, tu sais, à 18 ans, c'est quand même un peu complexe, hein, de savoir qu'est-ce que Ouais. tu vas faire dans la vie et par contre, moi, je savais que je j'irais pas vers le modèle, grand prépa et grandes écoles. C'était trop stress, en fait, pour moi, émotionnellement, c'était trop pour moi. Ouais. Et donc, bah, je suis rentrée dans une école de communication à Paris et faut savoir quand même que j'ai un père qui était en marketing, une mère qui était en relations Ah! presse. Donc, moi, je suis l'aînée. Donc, en fait, oui, je veux bien, j'ai choisi par moi-même, mais quand même, tu vois, j'ai quand même été influencée, même s'ils l'ont pas été de manière consciente, tu vois. Donc, j'ai suivi tout simplement mes parents dans cette voie-là. Et puis, j'ai aimé ça, j'ai adoré ça. J'ai travaillé 9 ans, 9-10 ans dans le domaine. J'ai Ouais. fait grande entreprise, puis ça s'est soldé en burn-out où moi j'étais plus capable en fait de pouvoir tenir ce rythme-là. OK, pardon. Si on reprend dans l'ordre, donc tu choisis, j'allais dire en conscience, en tout cas comme on peut le faire quand on a 18-20 ans, d'aller vers ces voies-là qui t'étaient pas complètement étrangères, hein, c'était un peu familier parce que tes parents avaient, eux, étaient dans ces métiers-là. Tu y vas avec vraiment joie, enfin, c'est pas un truc que tu subis. Tu bosses dans ces métiers-là pendant quasiment 10 ans. A priori, de ce que j'entends, tu t'y épanouissais plutôt jusqu'au burn-out, mais avant d'en arriver là, tu étais plutôt contente? Ah oui, oui, moi j'étais dans mon élément parce que la communication, elle fait partie de moi. J'ai adoré faire des stratégies, j'ai voyagé à travers le monde, j'ai quand même j'ai eu des grands budgets en communication, c'est ce qu'on rêve hein, pour pouvoir faire ce Eh qu'on ben ouais. veut. Donc j'ai pas été mal lotie du tout, du tout. J'ai vraiment aimé ça. Et voilà, j'ai managé une équipe de 4 personnes et j'ai adoré ça. Donc, je suis quand même allée au Brésil, j'ai fait l'Europe. J'ai été gâtée. J'ai été vraiment gâtée dans cette expérience de vie. Donc, pour moi, oui, ça a été une super belle expérience et en même temps, il y a un moment donné où bah, la vie, elle défile parce que tu es dans un tourbillon, tu Ouais. travailles comme une folle en fait. Donc, elle est où la vie? C'est quoi le sens que tu mets à tout ça? Et je me suis posé toutes ces questions, j'avais 25 ans. OK. Donc, 25 ans et le burn-out, c'est à ce moment-là qu'il arrive Ouais, ou c'est à c'est peu un peu près à ce après? moment ouais, là, j'exagère un peu. C'est 25, entre 25 et 27 ans, là. Ça a OK. été la période où je me suis posé toutes ces questions-là, où j'ai fait mon burn-out, où je me suis mariée et où je suis partie au Canada. Donc, ça a vraiment été 2 années charnières. Ça a brassé, ouais. Ouais, comme j'étais dans une école professionnalisante, tu sais, tu démarres les stages dès le début, en fait. Donc, moi, direct après le bac, j'étais dans le milieu professionnel. C'est pour ça que je compte une petite dizaine d'années dans tout ça, mais réellement en poste avec un CDI, ça doit être 5 ans. Puis, il faut pas oublier, Evelyne, en parallèle, j'ai quand même perdu ma maman. Donc, Ah, tu sais, ma OK. maman est décédée, j'avais 21 ans, presque 22. J'étais très jeune, en fait. OK. Donc, c'est sûr que cet événement de vie, bah, au début, moi, j'étais, je suis partie dans le syndrome du sauveur, la grande sœur qui veut prendre soin, qui veut devenir une deuxième épouse. Tu sais, j'ai traversé cette période de deuil de cette façon-là. Et il y a un moment donné, bah, le syndrome du sauveur et quand est-ce que toi, tu prends soin de toi? Et Tu donc, devenue la maman, en fait, tu prenais soin tu as des frères et sœurs tu dis tu as des frères et sœurs, donc? oui, mais ils ont pas aimé ça, hein, que je prenne soin d'eux. Mais le rôle de l'aîné, je l'ai pris un peu trop à cœur et beaucoup OK. exacerbé finalement dans tout ça. Puis à un moment donné, ben 3 à 4 ans plus tard, c'est comme OK, mais moi là dans tout ça, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que j'ai toujours dit que je voulais vivre au Québec, quand est-ce que je pars en fait? J'ai été beaucoup animée par cette question-là parce que la vie elle attend pas. Je l'ai vu avec ma Oui. maman, la vie elle passe. Donc quand est-ce que tu réalises tes rêves et que tu prends soin de toi en fait, et c'est pas égoïste ce que je suis en train de te dire, c'est au contraire, j'ai appris à me mettre au centre pour pouvoir, bah, profiter de ma vie, tout simplement. Ouais et toi, en te mettant au centre et en profitant de ta vie, tu rends service aux autres parce que tu deviens quelqu'un de plus épanoui, en fait. Exactement. Donc et il y avait quand même un point avec le Québec, tu nous l'as dit, ta maman était québécoise, donc il y avait c'était quand même pas n'importe quel type d'expatriation que tu étais en train de vivre. C'était tu pas en terre vierge. Non, Il y avait quand même un exactement. truc avec la lignée maternelle, j'imagine? Depuis mon enfance, en fait, j'ai passé mes étés au Québec,
de fin juin à fin août, on allait voir ma grand-mère, on allait dans les camps de vacances francophones et anglophones. D'ailleurs, on allait du côté de l'Ontario aussi. Mes cousines sont là-bas, mes tantes, mes oncles. Donc, j'ai un attachement au Québec. Moi, tu me demandes quelle nationalité tu es. Je suis incapable de choisir. Je suis franco-canadienne. Et si je pousse le bouchon, je vais te dire, je suis franco-québécoise. Donc c'est ça. Donc moi, si tu veux, chaque année, quand on revenait, on prenait le fameux pont Champlain à Montréal et je pleurais sur le pont Champlain dans la voiture en disant mais pourquoi vous avez choisi la France? Moi, c'est le Québec. Et quand mes parents m'ont envoyée à 8 ans pour la première fois toute seule, tu sais, en ULM, j'ai traversé l'océan, j'avais toute la famille qui m'attendait à Québec. Ils m'ont fait 3 semaines de rêve, aller voir les baleines et compagnie. Et quand je suis rentrée, je pleurais et ma mère m'a dit « Oh, je t'ai manqué ». J'ai dit « Je suis désolée, mais moi, je serais restée en fait ». Tu ne m'as pas manqué. J'avais 8 ans et je voulais déjà vivre au Québec. Donc, il y avait un appel qui était profond d'y aller. Donc, moi, je me souviens, ça fait 18 ans que je suis en couple. J'ai dit à David, écoute, à 25 ans, 26 ans, je lui ai dit, écoute, David, moi, je m'en vais. Enfin, je vais aller au Québec. Tu viens ou tu viens pas, quoi. Donc, parce que lui, il est français, alors oui, j'imagine. Exactement. J'ai épousé un Français. Et bon, il m'a dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? On se marie et après, on part et je viens avec toi au Québec. Je dis, ok, ça marche. Donc là, ok, on en est à ce moment de vie hyper charnière dont on parlait tout à l'heure. Ces 2 années pendant lesquelles, 1, tu quittes ton job, 2, vous partez vivre au Québec et 3, tu deviens maman. Alors, maman, je suis devenue maman beaucoup plus tard parce que j'ai eu un parcours de fertilité avec mon conjoint qui a été plus difficile. Donc, on est parti, on avait 27 ans tous les deux. Et puis, je suis devenue maman à 29 ans. Donc, ça a pris un peu plus de temps, mais j'étais pas du tout dans les démarches de maternité en France. Et une fois que j'ai posé le pied au Québec, là, la question a commencé à se poser. Et puis moi, de l'autre côté de l'océan, j'ai pensé bonnement refaire un poste en communication. Donc, et je me suis remis dans des états de stress que j'avais vécu dans cette grande entreprise où j'avais été. Et j'ai dit, mais ça, plus jamais, en fait. Et c'est ma tante qui m'a dit, mais va voir ma naturopathe, elle est super. Je savais même pas ce que c'était un ostéo, une naturopathe. Moi, j'étais la cartésienne, la petite parisienne, tu sais, à qui on pourrait mettre des fois des claques. Donc, je suis allée voir cette naturopathe. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des métiers autres que les médecins, parce que je voulais pas être médecin, qui pouvaient prendre soin des autres. Et là, je découvre un monde, mais alors que je ne connaissais pas. On n'était pas obligé d'être derrière un ordinateur à bosser de 9h à 20h. Et là, je dis à Marlène, écoute, prends-moi en stage. J'ai jamais fait de naturo de ma vie. Elle m'a accepté. Il y a 3 clients qui ont accepté que je sois présente à leur consultation. Et là, je découvre, mais ce monde-là, et je me dis, mais ok, c'est bon. 3 mois plus tard, j'étais inscrite sur les bancs d'école. En fait, je m'étais dit, d'ailleurs, il faut que je sois juste, c'est mon conjoint qui m'a dit, au pire, t'apprends quelque chose, puis tu vas juste pour un cours, tu vois. Et en fait, je me suis embarquée pendant 5 ans et demi d'études hyper scientifiques, parce que là-bas, c'est très poussé, en fait, le diplôme de naturopathe. C'est de la biochimie, c'est de l'immunologie, de l'endocrino, c'est très, très, très poussé. Et ça a été tellement extraordinaire que je suis même allée travailler en clinique de fertilité pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, c'est quoi, ça ressemble à quoi une fécondation in vitro. Tu m'amuses quand tu expliques que tu rencontres cette naturo et puis en fait ça ouvre des portes pas possibles. Est-ce que ça veut dire que toi, enfant, adolescente, tu te sentais pas du tout connectée à quelque chose de plus grand, à une forme de spiritualité? Je te pose la question parce que je sais qu'aujourd'hui, et on va en parler, tu es complètement là-dedans. Avant cette rencontre avec la naturo, tu étais très éloignée de ce monde-là? Alors, en fait, mon rapport avec le monde de l'invisible, il a commencé à l'âge de 10 ans avec la mort de mon grand-père et j'ai fermé les portes parce que ça faisait peur, parce que j'étais pas accompagnée non plus. Tu vois, moi, dans ma famille, personne n'était là. Mais à la mort de ma maman, qui disait toujours qu'elle était une coccinelle porte-bonheur, les coccinelles sont arrivées sur le chemin de toute la famille. Et là, ça a comme ouvert un peu plus les portes, de dire, OK. En fait, il y a quelque chose, maman, elle est là, je la vois pas, mais je la ressentais à côté de moi, en fait. Donc, il y avait, tu sais, ça a été en parallèle de tout ça. Il faut pas oublier qu'on va en parler aussi, mais il y a eu un chemin de fertilité et de maternité qui a encore plus ouvert les portes à chaque fois, en fait, dans ce milieu spirituel. D'accord. En gros, plus tu as commencé à t'incarner dans ton corps de femme et dans ta féminité, plus tu as laissé entrer en toi cette spiritualité, cet invisible, ce monde invisible. C'est exactement ça. Moi, j'étais déconnectée de mon corps, complètement.
dans une énergie plus masculine? Très masculine. Ok, on avance, on a des projets, ça dépote, ça avance super bien, mais du coup, il y a peu de place, peut-être plus aux émotions, etc., c'est ça? Ouais, exactement. Puis je suis forte, je suis capable. C'est cette Wonder Woman qui peut tout gérer. Jusqu'au jour où j'étais enceinte de ma première fille, et puis il y a une amie qui me dit mais ça va, comment tu le vis de devenir maman sans maman? Et je m'étais jamais posé la question dans mon parcours de fertilité. Et donc j'accouche de Anna, et c'est 3 mois après la naissance d'Anna, ma sœur qui traverse et qui vient me voir au Québec, qui me dit: «Oh là là, tu es la maman d'Anna». Et là, je m'effondre en larmes, je me dis: «Mais c'est pas possible, je suis maman. Elle va m'appeler maman. Mais maman, c'est ma maman», tu vois? Et là, tout a commencé à défaire une pelote de laine que j'avais surtout pas eu envie d'aller voir jusque-là. C'est sûr que la fertilité et la maternité m'ont emmenée à me reconnecter à mon corps, et l'étape d'après, ça a été me reconnecter à mon cœur. J'y étais pas là. Moi, j'étais dans ma tête, j'étais dans mon mental, j'étais OK, let's go, on avance, jusqu'à ce que ma sœur me dise: «Mais tu es sa maman». Et là, la carapace a commencé à se défaire, puis à aller creuser derrière. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire quoi être mère? Ça veut dire quoi être femme? Parce que là, en plus, j'avais une fille. Donc, Ouais. comment j'allais accompagner ma fille dans sa propre féminité, alors que moi, j'étais pas du tout dans ma féminité. Donc là, c'est ouvert un monde que je ne connaissais absolument pas, où je me retrouve dans une conférence sur l'accouchement traumatique, parce que c'est le cas de l'accouchement de Hannah. Et là, je réalise que c'est pas parce que t'as pas vécu une césarienne que ton accouchement, il est pas traumatique. Donc là, déjà, je me sentais légitime, tu vois. Il y avait quelque chose à propos de ça. Parce que moi, je voulais accoucher à la maison, sans aucune intervention, tu vois, que ça soit dans le processus naturel, etc. Je pensais contrôler mon accouchement, n'est-ce pas? Puisque j'étais dans cette énergie masculine. C'est moi qui décide de la date, c'est moi la façon dont je vais le faire. Puis là, ça sera comme ça et pas autrement, tu vois. Donc et là, tu découvres que tu peux pas contrôler ton accouchement, c'est impossible. Et en même temps, aujourd'hui, je te le dis avec humour, mais j'ai tellement fait une paix sur cet accouchement, parce que sans cet accouchement-là, j'aurais pas du tout ouvert les portes qui m'ont emmené jusqu'à un accouchement à la maison sans péridurale pour ma deuxième fille. Donc, Ouais. mais ce laps de temps était tellement nécessaire pour aller reconnecter à mon corps, mon cœur et mon âme. Moi, c'est un traumatisme d'avoir eu une péridurale, parce que j'en voulais pas. Ça allait à l'encontre de tout ce que tu avais imaginé, projeté pour ton accouchement, en fait. Oui, et je me suis rendue jusqu'à l'épisiotomie, et ça a été 1 an et demi de reconstruction derrière. Dans la reconnexion avec ma féminité, ma sexualité, avec qui je suis, en fait. Bien sûr. Donc voilà, donc ça a été tout un accompagnement en même temps, et un bouleversement identitaire, comme je te disais tout à l'heure. Mais je suis qui, en fait? Donc il y a ce premier choc là, la naissance de ta fille aînée, Anna, et puis il va y avoir un deuxième choc qui va arriver pas très longtemps après. Tu vas retomber enceinte et malheureusement, tu vas perdre ton bébé. Exact. En fait, avant Anna, j'ai eu deux fausses couches, donc qui ont permis de commencer une reconnexion au corps. Et puis là, je tombe enceinte après Anna, une petite année après Anna, je tombe enceinte de Raphaël, et c'est un bébé surprise. Ok. Puis j'étais convaincue que c'était un garçon. À la première écho du premier trimestre, là, à 12 semaines, on me dit c'est une fille. Je dis non, mais vous êtes trompée. De toute façon, ça peut arriver que vous trompez. Je le sais, c'est un garçon. Bref, donc on vit la grossesse. Puis moi, dans cet extrême, en fait, que j'ai vécu, je voulais même pas d'échographie. Donc j'arrive chez les sages-femmes, et je dis non, moi, il y aura pas de Doppler, etc. Et heureusement, Alice, cette sage-femme extraordinaire ce jour-là, me dit, tu sais, Laurence, quand même, avec le vécu que tu as eu, avec tes fausses couches, moi, je ferais juste un petit Doppler, quelques secondes, tu vois. Je dis, bon, je me laisse convaincre. Je dis, OK, fine, je veux être sûre que mon bébé aille bien. Et là, on ne trouve pas le cœur. Donc voilà, donc ça a été un choc, mais ils m'ont laissé, en fait, devant l'échographie de mon fils pendant des heures. Parce qu'ils étaient tellement dans leur paperasse, et OK, là, il faut intervenir, il faut faire un curetage, etc. Tout de suite dans une démarche très médicale, et puis en fait, la maman et la femme qui est autour... Non, c'est pas du tout pris en compte. Et là, moi, je suis les grands yeux ouverts devant l'échographie de mon bébé. Mon amie Stéphanie est arrivée, elle a mis son foulard sur l'écran de l'échographie en me disant, OK, enfin, et elle a été là jusqu'à ce que je parte donc en curetage.
Et au réveil, on me dit vous inquiétez pas, madame, on vous a juste fait un petit point sur le col de l'utérus, comme si c'était rien. Puis là, je réalise c'est qu'il fou, hein. s'est passé quelque chose en fait dans mon corps. Je dis est-ce que je peux voir mon fils? Ah mais non, madame, il y a que des débris là. Je suis comme, ok, wow. Oh, mon Enfin, Dieu, le tout est. vocabulaire, hein. Oui, exactement. Le vocabulaire a été très violent. Et 3 mois après donc la mort de Raphaël, et je m'en vais voir la chef d'obstétrique et qui me dit bon alors bonjour madame, c'était un Y. Pardon, un Y? Là, j'étais comme, attendez 2 secondes, vous parlez de mon fils, là. C'est pas un Y, là. Donc, tu sais, de remettre un peu d'humanité là-dedans. Ouais. Et elle me dit, bah non, donc on n'a pas d'explication, mais je comprends pas pourquoi la médecin, le jour J, vous a testé le gène MTHFR. Et là, ça en est enchaîné, en fait, des recherches tellement poussées sur la biochimie et la génétique pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se jouait chez moi. En fait, c'est un problème de méthylation. Donc, si ta méthylation n'est pas optimale, et ben, parmi les signes cliniques d'une méthylation non optimale, c'est les fausses couches à répétition. Cette médecin, je la remercie parce que ça a permis de comprendre et de dire, OK, donner du sens aussi dans le corps, donc qu'est-ce qui se passait en fait? Pourquoi je n'étais pas capable en fait de tenir ces bébés-là? Il y a tellement de raisons derrière ça parce que c'est pas juste la femme, hein. Là, il y a une dizaine de raisons possibles à des fausses couches et des morts in utero qui sont 50-50 avec les hommes, n'est-ce pas? Oui. Donc, juste le mentionner. Merci de le rappeler. C'est pas la responsabilité sur les épaules de la femme, mais dans mon cas, dans notre cas à nous deux avec mon conjoint, c'est ma méthylation, c'est un problème génétique. Ce qui est intéressant dans la manière dont tu le poses, c'est on entend aussi combien ces fausses couches, dont on parle heureusement de plus en plus pour reconnaître le traumatisme que ça peut générer chez les femmes, c'est qu'en fait, il y a facilement, j'imagine, on a un pic de culpabilité en fait par rapport à ça. Et là, tu es en train de nous expliquer que toi, d'avoir compris, d'avoir donné du sens d'un point de vue en plus très très scientifique et biologique, eh ben, ça t'a soulagé, ça t'a enlevé cette culpabilité que tu aurais peut-être facilement portée. Exactement, mais on va juste mettre un peu de tempo là-dedans. Ça m'a pris 1 an et demi pour comprendre, mettre ce sens. Je suis allée jusqu'à Vancouver dans des congrès médicaux. Tout ce chemin-là, avec des mentors sur mon chemin, a fait que j'ai mis du sens. Mais émotionnellement, c'est pas le jour J que ça se passe de la mort d'un enfant. Moi, au contraire, j'ai porté cette culpabilité-là, alors que David me l'a jamais mis sur les épaules. Mais moi, je me suis mis ça sur les épaules et au point que je suis même partie de la maison. Et ce qui était très troublant, en fait, dans ce choc de la mort de Raphaël, c'est déjà, j'avais une autre enfant quand même à s'occuper, qui avait juste 1 an et demi. Donc, il y a toute cette dualité-là de la mère et de la femme aussi, d'ailleurs. Et en fait, en même temps, je vivais un éveil spirituel qui était extraordinaire. Donc, dans ce partage de ok, attends, mais là faut que je pleure parce que j'ai vécu la mort d'un enfant, mais en même temps, c'est quoi ce monde spirituel que wouhou, j'arrive, j'ai l'impression de renaître à moi-même de mes cendres grâce à la mort de mon fils. Donc j'étais dans cette dualité-là et j'avais besoin en fait de prendre l'air, de vivre ça à fond et voilà. Et puis 6 mois plus tard, on s'est remis en couple avec mon conjoint et on est reparti dans une autre étape de notre vie en fait. Il fallait que vous alliez au bout de ça pour pouvoir mieux vous retrouver certainement et du coup envisager l'arrivée d'un nouvel enfant. Alors moi j'y étais pas du tout, Herveline. Moi c'était non mais c'est terminé, enfin c'était fini, c'est bon. J'ai eu 2 fausses couches, j'ai eu ma fille, j'ai eu un avortement dans ma vie, j'ai eu la mort de Raphaël. J'étais comme non, ça va, j'ai donné, mon corps a donné, on passe au suivant. Puis il y avait aussi cette envie de, c'est pas parce que la société te dit d'avoir des enfants que tu dois en avoir. Donc tu sais, faut que tu sois prête et là, en fait, en avril 2018, je fais un soin Ribozo, qui est un soin ancestral du Mexique extraordinaire qu'on peut faire à toutes les étapes de notre vie, pas forcément en périnatalité, et qui permet de fermer un chapitre de vie et d'en ouvrir un nouveau. Et il existe un soin où là, tu vas avoir, en fait, le temps s'effondre, ça dure 4-5 heures, hein, ce type de soin. Tu viens avec 2 femmes qui sont là, qui viennent chez toi. On va prendre le thé, on va se déposer, c'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on veut fermer comme chapitre de vie? Qu'est-ce qu'on aimerait ouvrir? Et c'est un des plus beaux soins, parce que moi aussi je suis une accro des thérapies. Et c'est un des plus beaux soins, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 4-5 dans ma vie, et vraiment c'est
hors grossesse, d'ailleurs, je les ai trouvés encore plus puissants parce que tu es tout seul dans ton énergie. C'est autre chose quand tu portes un enfant. Et donc, je fais ce soin Ribozo pour fermer le chapitre de Raphaël et de dire maintenant, c'est fini, Oui. moi, la fertilité. C'est terminé, c'est bon, j'arrête, tu vois. Puis j'ouvre un nouveau chapitre à je ne sais quoi. Et donc, dans ce soin Ribozo, à l'ouverture du nouveau chapitre, j'ai l'âme de Gabrielle, donc ma deuxième fille, qui se dépose dans mes mains au niveau de l'ouverture du chakra sacré. Et là, je pleure en me disant, mais en fait, il y a un bébé qui arrive. C'est pas fini. Et moi, j'étais pas du tout là au niveau du mental. Là, j'étais comme, ok, parce que dans plusieurs cultures, on considère que le bébé, l'âme, en fait, va être autour de toi dans les 3 mois qui précèdent son incarnation dans ton corps. Donc là, j'ai dit, ok, j'ai 3 mois pour me préparer pour éviter une autre fausse couche. Donc, j'ai commencé à prendre des suppléments, etc. Je me suis préparée naturopathiquement parlant pour une grossesse, alors que j'y étais pas. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Mais mon conjoint en voulait un autre. Donc il y avait ça. Et fin juillet 2018, je dis à David, ok, ça y est, en fait, je me sens prête à pouvoir dire, on en va en avoir un autre. Wow. Et en fait, la semaine suivante, Gabriel était dans mon ventre. Donc pour moi, c'est un chemin incroyable, en fait, quand j'y pense. Ouais. Donc du coup, tu deviens maman à nouveau avec cette petite Gabrielle. Et puis on voit combien ça t'amène aussi à cheminer personnellement, mais ça va avoir une incidence sur ta vie pro. C'est-à-dire que là, depuis quelques années que tu es installée au Québec, tu es naturopathe, tu accompagnes des couples, des femmes dans les problématiques de fertilité. Est-ce que c'est après la naissance de ta seconde fille, après la naissance de Gabrielle, que tu vas commencer à t'ouvrir à plus grand que la naturopathie et au chamanisme que tu proposes aujourd'hui? Exactement. En fait, j'ai commencé les consultations après la naissance de Anna, donc ma première, parce que là, j'avais un syndrome du sauveur. Si moi, je suis capable, ça veut dire que toutes les femmes, tous les couples du monde entier vont être capables d'avoir leur enfant. Donc là, j'étais beaucoup là-dedans. Et donc, j'ai œuvré de cette façon-là, de manière très scientifique et en même temps en parallèle avec cette clinique de fertilité où il me référait. Donc, j'ai eu une expérience, j'ai envie de dire, scientifique de la naturopathie extraordinaire. Et la naissance, enfin la grossesse de Gabriel, tu sais, j'ai vécu beaucoup d'émotions quand même parce que j'ai pas respiré, pour être très honnête, malgré tous les beaux principes que j'ai appris, j'ai pas respiré jusqu'aux 20 semaines de Gabriel parce que j'avais besoin d'être sûre que le cœur, tu peux être sûre qu'à 18 semaines, j'ai débarqué chez les sages-femmes, trouvez-moi un Doppler. Enfin, c'était... Après ce que tu avais vécu avec Raphaël, bien sûr. Et c'était évident. Donc, et de m'ouvrir à cette possibilité de nouveau d'accoucher à la maison. Parce que là, j'étais un peu réticente à tout ça. Puis là, j'étais comme, en fait, ça m'a pris ce courage, en fait, d'aller chercher ce courage en moi, de dire, j'essaye. Et puis, si je suis transférée à l'hôpital, ça sera ça. Et j'apprendrai, je vivrai une expérience spirituelle incroyable aussi à travers l'accouchement de Gabriel. Et en fait, j'ai accouché à la maison. Donc, sans aucune intervention. C'était un accouchement magique, celui que tout le monde pourrait rêver sur le papier. Donc, et en fait, je suis ressortie de cet accouchement, mais avec une force à l'intérieur de moi de dire, mais tu sais, j'ai dit, je me souviens, j'étais dans la voiture, j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, mais il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, tu te rends pas compte. C'est un chemin que je bénis, sincèrement. Oui, ça a été des épreuves, oui, il y en a eu des larmes, et oui, il y en a eu des reconnexions au corps, au cœur, à l'âme, mais ça devait passer par ça, c'était nécessaire à l'évolution de mon âme. Ce qui fait que, oui, après, dans ma pratique, au niveau de la naturo, là, les personnes qui venaient chercher une pilule magique, j'étais un peu écœurée. J'étais comme, non, mais là, vous avez pas compris, en fait. C'est vraiment une approche globale. J'ai toujours eu cette approche d'aller dans les émotions parce que la pratique clinique m'a permis, en fait, de voir qu'il y avait toujours un traumatisme quelque part. Et j'ai mis des années à poser la question, avez-vous vécu un traumatisme? Ces traumatismes-là ont un impact. Donc, moi, si je le remets à mon échelle, mon traumatisme d'avoir perdu ma maman avait un lien avec mes fausses couches à répétition. C'est intéressant parce que là, à travers cet exemple, ce que tu es en train de nous dire, on comprend comment tu as, j'allais dire, basculé de la naturopathie au chamanisme, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ton sujet de cœur et de prédilection, c'est rendre que nous, en tant que femmes, on retrouve notre pouvoir. C'est ce fameux féminin sacré dont on entend beaucoup parler. Voilà, maintenant, je dis pas de bêtises, c'est bien ce à quoi tu te consacres. Exactement. En fait,
ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quand même une demande incroyable en fertilité. Et donc, en fait, ça m'a permis de créer une clinique holistique avec d'autres naturopathes que je coach Ok. toutes les semaines. Et elles vont s'occuper d'accompagner les couples en fertilité pour pouvoir élargir, en fait, l'équipe et répondre un peu mieux à cette demande internationale, en fait. Et moi, maintenant, je me dédie au cœur et à l'âme parce que je suis convaincue que chaque femme a son propre vécu. D'ailleurs, les hommes aussi, hein, parce que le masculin sacré existe aussi. C'est quand, à partir du moment où on vient justement reconnecter à son corps, reconnecter à son cœur, les portes, elles s'ouvrent, en fait. Donc, oui, ce féminin sacré, pour moi, est essentiel et fait partie de la vie. C'est toute une capacité de lâcher prise, son côté cartésien, de dire le mystère de la vie, la science ne l'explique pas. Ouais. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, en fait, oui, j'accompagne les femmes de cette façon-là. D'ailleurs, les hommes poussent à la porte aussi, parce qu'il y a un besoin de guérir le masculin sacré. Et en même temps, moi, je me dis, l'impact, il est à la fois sur ces femmes qui vont reconnecter à leur féminin sacré. En fait, tu vas piocher dans différents outils, à la fois très, j'allais dire presque techniques comme la naturo, mais maintenant tu t'inspires aussi d'approches plus ésotériques pour accompagner les femmes. Et il y a vraiment cette idée, tu en parles beaucoup, de redonner aux femmes leur pleine puissance, et pas pas dans quelque chose de négatif ou de combat, mais au contraire d'être ancré dans un plein pouvoir, quoi. Exactement. En fait, tu sais, on est quand même dans des sociétés de patriarcat, hein, donc c'est comment on redonne cette place à la femme. Tu sais, que c'est pas son mari qui dicte sa vie. C'est si tu as envie de changer de carrière 3 fois, tu peux changer 10 fois si tu le souhaites. Enfin, il y a rien qui t'interdit d'être qui tu es, en fait. C'est de revenir à qui tu es vraiment. Et c'est justement d'aller toucher à ce pouvoir de la vulnérabilité. Vulnérabilité ne veut pas dire fragile. Vulnérabilité, c'est comment je vais voir les épreuves que j'ai vécues, comment j'y mets du sens, et pourquoi je les ai vécues, parce qu'elles vont m'emmener 3 pas plus loin. Pour revenir à la féminité, tu dis un truc qu'on entend d'ailleurs parfois et que moi ça me parle. Tu dis en fait, on ne naît pas femme, on le devient. Et oui, parce qu'on nous a pas forcément appris. Nos mères et nos grands-mères, elles ont fait ce qu'elles ont pu avec les outils qu'elles avaient. Ça, et il y a aucun reproche. Elles ont fait ce qu'elles ont pu faire. Elles ont marché leur propre chemin. Et aujourd'hui, moi, quel chemin je choisis de marcher? Parce que j'ai un rôle et j'ai une responsabilité dans ma lignée. Moi, la lignée, je la vois toujours comme un domino. C'est-à-dire que tant qu'il y a un traumatisme qui va se répéter de lignée en lignée, le domino, il continue de tomber. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise attendez, c'était quoi là? Pourquoi ça tombe ce domino? Moi, je vais créer un nouveau domino. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même de retrouver cette joie, de se libérer de cette culpabilité, de ces casquettes de Wonder Woman, de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu marches. Et là, moi, l'exemple d'être en France et de faire cette entrevue avec toi, pour moi, c'est comme, ok, là, je vous ai donné les clés. Où est-ce que je vais? Parce que j'ai jamais autant écouté ma petite voix qu'aujourd'hui, parce que là, c'est bien beau, mais il y a eu tout un parcours quand même, hein, ce qui s'est pas fait du jour au lendemain. Et en fait, moi, j'ai toujours dit jamais je rentre en France. Hein, tout le monde le sait dans mon entourage. Et j'ai fait un Témascal en novembre, donc c'est une cérémonie qu'on appelle aussi la sweat lodge, la hutte de sudation. Les Celtes vont l'appeler la cérémonie du chaudron. Et en fait, je suis rentrée dans ce Témascal et la femme médecine qui était là arrêtait pas de dire c'est peut-être pas ce qui vous plaît, mais c'est requis pour l'évolution de votre âme. Je suis comme, ok, qu'est-ce qui va sortir, tu vois, de ce Témascal? Et là, ma mère, en fait, s'est présentée devant moi et m'a dit, maintenant, ça suffit, il est l'heure de ramener ta médecine au clan. Et je suis sortie du Témascal en me disant, oh, mais on rentre en France. Et j'ai dit, ok, si c'est requis pour l'évolution de mon âme, je sais pas encore pourquoi, mais j'y vais. Alors, mon conjoint était ravi, n'est-ce pas? Ça faisait 3 ans qu'il voulait rentrer. Donc voilà, donc on est là, ça fait 5 jours. Et sincèrement, je sais que c'est dans la justesse du cœur, je suis à ma place, mais j'ai pas encore la carte. Et tu sais, c'est ce lâcher prise de dire, c'est requis, je suis là, je suis au service, je sais pas encore de quelle façon. Alors, je connais mes outils, tu vois, de femme médecine, mais tu sais, je lâche quand même une clientèle, je lâche un nom, tu sais, un ego, hein, mine de rien aussi, avec ces années au Québec, etc. Et là, je ne suis plus cette jeune femme de 25 ans, j'en ai 36 et il y a eu un chemin depuis. Donc bon, je vais, là, je suis dans les premiers jours, j'ai l'impression d'être en vacances. Donc le choc culturel, je l'aurai peut-être un peu plus tard, mais pour le moment,
Je sais, c'est tellement juste dans mon cœur, je suis à la bonne place, mais j'ai pas la carte. J'ai pas la carte et la boussole, elle est là. Puis je vais faire confiance à mes alliés spirituels pour me montrer le chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper beau et puissant à vivre, mais qui demande d'avoir un peu cheminé en amont. Tu es en train de nous décrire ce moment où, en fait, pardon, je le ramène au titre du podcast, mais en gros, tu as écouté ta petite voix et il y a vraiment ce truc de, OK, tu me dis qu'il faut rentrer en France, là en l'occurrence, je t'entends, je t'écoute, je te suis, mais en fait, je ne sais pas où tu m'emmènes, quoi. Mais je te fais confiance. Exactement. Et c'est sûr que cette petite voix, elle m'a toujours portée, en fait, à l'intérieur Ouais. de moi depuis ma naissance. Mais c'est la première fois que je l'écoute autant avec les grandes portes ouvertes. J'ai l'impression d'avoir donné les clés et de dire, OK, bah, je sais que c'est par là. Je sais que bah, je lâche plein de choses sur ce chemin-là et que ça va être magique. Et effectivement, depuis ce 22 novembre, en fait, en 4 mois, tout s'est fait, mais à une vitesse et une fluidité que je n'ai jamais vécue dans ma C'est vie. fou, hein? Toutes les portes, même juste le détail d'une vente de voiture au Québec. J'arrive au petit café où j'adorais aller à Bromont et je dis à Raphaël d'ailleurs, je dis, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui veut une voiture? Faut que je la lave, faut que je la mette en vente sur Marketplace ou Bon Coin québécois, tu vois. Et elle me regarde, mais t'es un ange. Moi, j'en cherche une depuis 2 mois. Fait qu'on s'est arrangé et tout a été comme ça en fait. On a Génial. même trouvé notre maison. Tout le monde nous a dit vous allez galérer pour la maison, etc. Écoute, on a trouvé notre maison en 3 semaines. On a les clés vendredi prochain. Il y a quelque chose qui s'aligne tout d'un coup, hein. Et c'est ce grand mystère. On revient à ce grand mystère de ok, mais en fait, à partir du moment où tu fais confiance à ta petite voix, bah, les portes s'ouvrent. Ça demande quand même un temps de pleine conscience, d'introspection, d'observation. Est-ce que je me sens alignée ou pas? Est-ce que ça gratte d'un côté ou de l'autre ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression d'être dans un truc où je me sens bien et c'est fluide, quoi? Exactement, c'est sûr qu'il y a un cheminement en arrière de ça. Mais j'ai envie de dire que, tu sais, ramenez-vous dans est-ce que je suis à la bonne place? Juste de vous poser la question, qui êtes-vous? Quand même, juste pour terminer là-dessus, donc évidemment, ça va certainement faire évoluer ta pratique, ta pratique de femme médecine. En revanche, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, la majeure partie de ton activité, tu l'as fait en ligne et en groupe, en fait. Tu as un peu arrêté les entretiens en one-to-one pour recevoir en cabinet. Tu travailles plutôt, tu appelles ça par cohorte, par groupe de femmes, en fait. Exactement. En fait, c'est parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir amener cette médecine à plus loin que le Ouais, c'est one-to-one. ça. Maintenant, je suis beaucoup plus à œuvrer en groupe. Et la magie du virtuel, c'est que bah, mes clientes, elles sont de partout. Il y en a d'Australie, il y en a de Vancouver. Enfin, j'en avais de la France alors que j'habitais au Québec. Et ça, c'est merci Covid, parce que moi, j'étais plutôt arrêtée sur le présentiel. Et en fait, je me suis rendu compte que les cercles de femmes sont indispensables à la vie et que quand on a été coincé tout le monde, et ben de mettre en place ces cercles de femmes en ligne a permis en fait d'ouvrir d'autres portes. Donc oui, maintenant j'œuvre en groupe. En tout cas, ce que tu nous dis là, c'est qu'on a tous en nous des ressources dingues, qu'elles sont propres à chacun. Et toi, ce que tu nous proposes en tant que femme de médecine, c'est de nous reconnecter à ça, qu'on trouve le chemin vers nos ressources. Et une fois qu'on les a, écoute, libre à nous d'aller vivre pleinement ce qu'on a à vivre avec elles, c'est ça? À partir du moment où tu viens retrouver qui tu es, tu viens retrouver tes ressources à toi, et ben ça y est, on s'incarne et on avance en fait dans sa propre médecine et dans pourquoi t'es venu sur Terre. Quelle est ta contribution au monde? Et du coup, on va conclure là-dessus les questions rituelles. Tu les connais dans la petite voix. Ma question, c'est écoutes-tu souvent ta petite voix? Aujourd'hui, toujours. Mais alors avec des fois, j'ai l'impression d'avoir ce pont suspendu au-dessus du vide, mais je sais que je dois le prendre et que je dois aller de l'autre côté. Donc maintenant, oui. Il y a 10 ans, non. Et c'est un cheminement de l'écouter, bien sûr. Et quel livre t'a marqué dans ta vie pour grandir justement, notamment spirituellement? Alors, écoute, dans les livres du féminin sacré, il y en a plusieurs, mais j'ai très Ouais, envie d'honorer Yael Catrinet, qui a écrit Le féminin guérisseur. C'est un livre français et extraordinaire où justement elle mélange cette approche du corps, du cœur et de l'âme et de la naturopathie aussi. Et moi, ce livre, Le féminin guérisseur,
m'a tellement aidée dans ma reconstruction après l'accouchement traumatique de Hannah que je ne peux que vous en parler, à vous dire, foncez, allez l'acheter. C'est une bible. Ok, waouh, super. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien, Laurence? Ah oui, moi je suis Madame Tisane. Non mais tu sais quoi, ça a l'air idiot, mais on est loin de la petite verveine citronnée là, avec l'image de grand-mère qu'on pourrait avoir. Et encore, la verveine a beaucoup apporté. Mais tous les matins, moi je vais préparer un thermos de 1 litre. Parce que la vie, elle passe vite là, les journées passent vite et qu'on oublie de boire. Et les plantes ont tellement une approche des propriétés médicinales, mais des propriétés énergétiques aussi, que tous les matins, moi je vais me préparer 1 litre de thermos. Bon, et pour terminer, Laurence, est-ce que tu es heureuse? Oui, complètement excitée de vivre un nouveau chapitre de vie et de me laisser porter. Écoute, c'est parfait. J'ai hâte de te suivre et de voir justement ce qui va se passer pour toi ces prochains mois, ces prochaines années. Donc, écoute, je te remercie beaucoup déjà pour ce bel entretien. Merci de t'être confiée comme ça aussi généreusement, j'ai envie de dire. Et je sais qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode bis. Et je sais d'avance que nos auditrices et nos auditeurs vont beaucoup aimer. Donc, merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, Herveline, pour cette belle matinée. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, Instagram et YouTube en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.